Même s'il y a des raisons de désespérer, le désespoir n'est pas une option, il n'est d'aucune aide. Margaret Atwood le sait très bien, elle dont le roman « La Servante écarlate » se déroule dans un futur proche où autoritarisme et religion s'entremêlent. Mais alors, que nous est-il permis d'espérer, en référence à Emmanuel Kant? Aujourd'hui, plus que jamais, le mot « espoir » peut sembler fragile, parfois même naïf. Dans cette atmosphère d'apocalypse, face aux défis qui se dressent devant nous, climatiques, sociaux, économiques, politiques, il est tentant de céder au doute, voire à la résignation. Et pourtant, l'histoire nous enseigne cette leçon cruciale. Si l'on veut efficacement lutter contre les horreurs de ce monde, il faut d'abord sortir du déni. C'est dans les moments les plus sombres de son histoire que l'humanité a su puiser dans ses ressources pour les dépasser. Enfin, ressentir l'intensité de la vie, revenir à soi, aux autres. Que ce soit par des idées audacieuses, des actes courageux ou simplement par la force d'un rêve partagé, l'espoir a toujours été une boussole, un levier. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, ce n'est pas pour ignorer les difficultés, mais pour les regarder en face et explorer ensemble les graines d'espoir qui germent déjà autour de nous, dans l'innovation, dans la solidarité, dans la résilience humaine. L'espoir ne meurt pas avec l'échec, il est énergie et vitalité. En ce sens, il est une forme de résistance. Aucun malheur n'entame sa détermination. Aucune atrocité n'entame son obstination. La lutte a plus d'importance que la promesse de victoire. L'espérance est comme la petite fille du poème de Charles Péguy, celle qui donne de l'énergie à ses deux sœurs qui sont la foi et la charité, parce qu'elle voit ce qui n'est pas encore et qui sera dans le futur du temps et de l'éternité. Je vous lis une toute petite partie du poème de Charles Péguy qui s'appelle « Le porche du mystère de la deuxième vertu » sur cette petite fille qui est l'espérance. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu, entre ses deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner. Comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne et qui fait marcher tout le monde et qui le traîne, car on ne travaille jamais que pour les enfants. Face au découragement, la seule défaite serait de baisser les bras. Et cette mauvaise option ne dépend que de soi. L'espérance collective nous manque, elle est nécessaire à la vie d'un peuple. Alors, ouvrons ce colloque avec une conviction commune. Chercher des raisons d'espérer, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité et peut-être même notre responsabilité la plus urgente. Bienvenue à tous et que nos échanges éclairent, explorent, animent ces chemins d'espérance. Je laisse la place aux deux modérateurs, Amina Yamian, gynécologue obstétricienne, et Mathias Vargon, qui est chef de service des urgences et du SMUR à l'hôpital de La Fontaine en Seine-Saint-Denis. Merci. Ouais. Ah, tu prends la parole ? Allez, vas-y. Alors, nous allons accueillir Isabelle Chartier-Sibène, qui est médecin,
qui est victimologue et qui est spécialiste dans l'accompagnement des victimes, dont beaucoup de travaux sont faits avec l'Église catholique. J'y peux rien. Donc je vais vous parler plus fort. C'est mieux là ? Pardon ? Donc, le docteur Isabelle Chartier-Sibène, qui est médecin, dont beaucoup de l'œuvre est faite en commun avec l'Église catholique, et victimologue, dont le dernier livre s'intitule « 3 jours dans la nuit, carnet d'un victimologue », va venir introduire le colloque aujourd'hui. Je vous en prie. C'était mieux le son, là ? Bienvenue. C'est comme vous voulez. Hein. D'accord. On pouvait espérer que ces dernières semaines, ces derniers mois, apportent quelques répits et des motifs d'espoir quant aux situations internationales ou nationales. Mais à l'heure d'aujourd'hui, comme vient de le dire Muriel, c'est plutôt le doute, voire la crainte de pire. Aussi, mon propos sera espérer contre toute espérance. Je ne ferai pas, évidemment, la liste des malheurs qui touchent notre planète, tant sur le plan général que sur le plan individuel. Chacun de nous en est conscient. Il suffit d'allumer un de nos nombreux objets connectés pour en être persuadé. L'autre jour, mon mari, qui est diacre dans l'Église catholique, devait célébrer les funérailles d'un monsieur âgé. Il a été contacté par les pompes funèbres. La seule attache de ce monsieur était une fille non joignable directement car sous tutelle. Je fus alors appelé au secours, à la rescousse, l'histoire disant que lors des obsèques de la mère, quelques années auparavant, de cette femme sous tutelle, il avait fallu faire appel aux pompiers en urgence. Ce qui se savait dans le village dans lequel ils habitaient, c'est que dans un coin perdu de montagne, reculé, ont vécu 3 personnes durant ces 30 dernières années qui ne sont plus jamais sorties de chez elles pour ne pas avoir à montrer leur fille handicapée. On ne voyait et on n'entendait que les chiens, m'a-t-on dit. Je fais ce récit pour nous mettre en lumière le poids du regard social, ou plus globalement l'importance de la capacité d'accueil par la société. J'aurais aussi bien pu vous raconter l'histoire de toutes ces personnes que je reçois à longueur d'année, centaines, milliers, qui n'ont jamais pu dire auparavant ce dont elles avaient souffert enfants ou adultes, en particulier des abus, agressions sexuelles, mais aussi des abus de pouvoir et abus spirituels. Une incapacité sociétale à voir et à recevoir. Si l'on peut supposer que le silence peut être favorable, quand on fait le bien, quand on fait l'amour, quand on médite, contemple ou prie, on sait aussi que le silence et les choses cachées sont les meilleurs alliés des injustices, des maltraitances, des inégalités. Ils autorisent le déni et l'enfermement de certains dans leur tour d'ivoire et relèguent les autres dans l'exclusion sociale. Ils autorisent la répétition de scénarios irrespectueux, voire infernaux, de destruction et de mort à l'infini. C'est ce pourquoi je trouve que la société d'aujourd'hui, par la libération de la parole, va dans le sens d'un espoir quant à la sortie de ce moule sociétal et la prise en compte de chacun dans ce qu'il est au plus profond de lui-même, dans ce qu'il a d'individuel, de personnel. On largue les amarres du qu'en dira-t-on pour cheminer dans la connaissance de soi et on ose le respect de soi en tant que créature unique. Le logo de notre association d'aide aux personnes victimes est un puits qui montre la profondeur et la richesse de chacun, un regard intérieur, l'exploration de son monde intérieur, de ses richesses et de ses méandres, un puits qui peut devenir sans fond et tout engloutir lorsque des maltraitances et abus ont été perpétrés. Les études que nous avons menées sur de vastes populations, via des questionnaires anonymes, montrent en particulier un lien direct entre abus sexuels et mal-être existentiel, une rupture de l'unité intérieure et une perte notoire d'espérance.
Quoi qu'il en soit, et justement peut-être de façon plus urgente encore pour les personnes blessées, chacun peut ou même doit prendre le risque de cette descente en soi en quittant le plancher des vaches et la sécurité des champs connus et labourés pour aller à la rencontre de sa source intérieure. Cette source intérieure qui nous connecte à nous-mêmes et à plus grand que nous. Cette possibilité nous est, je crois, offerte aujourd'hui, mais il demeure encore beaucoup à faire à travers le monde. Il subsiste néanmoins, à mon sens, un point d'interrogation, un risque. Comment ne pas rester collé au fond du puits, à se satisfaire de son seul reflet à la source, à se satisfaire de la jouissance de soi ou de son combat propre, dans un mouvement déconnecté des réalités du moment et ou des personnes en présence? Comment être soi, non pas pour que le monde ait les yeux tournés vers soi, mais pour être en plénitude et liberté tourné vers le monde, pour être au monde, dans un mouvement de partage, de générosité, de bienveillance et de vérité. Il nous faut ainsi ressortir du puits. Ressortir du puits sans pour autant abandonner ses acquis ou adhérer à une idéologie. Ressortir libre et fortifié en ayant cette capacité de regard élargi. Il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Un hadith dit « aime et espère pour autrui ce que tu aimes et espères pour toi-même ». Chaque époque a ses mouvements de balancier indispensables avant de trouver l'équilibre. Dans son ouvrage « Demain au creux de nos mains », Martha Hollander-Lafont, hongroise, rescapée des camps de concentration, décédée en novembre dernier, semble atteindre cet équilibre quand elle écrit « Dans les fissures de mes blessures, j'ai essayé de faire pousser la vie. Y suis-je arrivée ?» Et elle ajoute « Il faudrait inventer des traits d'union pour devenir ensemble, quelles que soient les religions ou les opinions politiques, des fervents de l'espérance. » Et elle ajoute que son seul désir, en témoignant, c'est que les personnes trouvent confiance en elles-mêmes, qu'elles soient capables de s'engager en personnes libres. Restez fidèles à vous-même, dit-elle, ne vous désertez pas en croyant répondre à l'attente d'autrui sur vous ou par peur d'être moins aimés. Être des fervents de l'espérance. Dans les propos de Magda, on entend bien que l'espérance est portée par une passion, tout au moins un désir. Cette espérance, elle ne naît pas comme ça. Elle n'est pas le symbole d'un manque, mais elle est le fruit d'un désir. Un désir comme puissance de vie. Puissance de vie qui nous ancre, nous plante dans le présent et en même temps nous tourne déjà vers l'avenir. Ce désir se cultive, se travaille, ne se laisse pas engloutir. Ce désir, tout en tension entre aujourd'hui et demain, entre terre et ciel, entre le dehors et le en soi, doit humaniser et non pas dissocier. On doit en prendre soin, on doit y veiller. Et il y faut du courage. Le courage d'affronter nos peurs et nos préjugés, mais aussi le courage d'avancer parfois contre vents et marées. Avancer contre vents et marées, c'est une manière de dire joliment les choses, mais parfois ça peut être assez lourd à supporter. Il y a 4000 ans, Abraham s'est mis en route vers l'inconnu, répondant à l'appel d'une promesse, espérant contre toute espérance. Au siècle dernier, Bernanos, dans une conférence en 1945, écrivit qu'on ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts, et que l'espérance est un risque à courir. Cet été, les Jeux paralympiques nous ont montré avec vigueur, enthousiasme et lumière que tous nous pouvons danser sur une même musique et briller dans les dépassements de soi. Une cathédrale, ces jours-ci, ou depuis 5 ans, qui désincarcérée de ces tubes d'acier tordus et fondus, renaît de ses cendres. Notre-Dame, qui, magnifiant et célébrant l'ouvrage de tant et tant d'artisanes, artisans et artistes, élève à nouveau sa flèche dans le ciel. Il n'y a pas de fatalité, le monde avance.
Croyants, athées, agnostiques, nous pouvons être habités par une même sagesse pour garder raison et espérer en un monde de vivants, amis de la création et de ses créatures. Merci beaucoup. Les questions, ça sera à la table ronde ensuite avec tout le monde. Je rajoute juste que j'ai oublié que Madame Chartier-Sibène est aussi la présidente de l'association C'est-à-dire d'aide aux victimes. Nous allons passer à la deuxième présentation par le professeur Marina Cavazzana, qui est chercheuse en thérapie génique, qui est chef de service du département de biothérapie de l'hôpital Necker et qui travaille, entre autres, sur la drépanocytose. Et le temps qu'elle s'installe, moi, je vais vous parler de la drépanocytose parce que je travaille en Seine-Saint-Denis, que la drépanocytose atteint beaucoup nos compatriotes d'origine africaine, subsaharienne, mais aussi antillaise, et que c'est une maladie qui fait des ravages, qui est extrêmement méconnue, et qui fait des ravages, et notamment des gens qui meurent assez jeunes, autour de la cinquantaine, mais surtout qui souffrent énormément toute leur vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Ça va être un tout petit peu moins lyrique que l'exposé précédent, mais très ancré à notre expérience quotidienne, mais aussi avec beaucoup d'espoir. Donc, la drépanocytose, c'est une anémie chronique. Les gens qui souffrent de cette maladie produisent assez de globules rouges, mais ces globules rouges sont détruits dans la microcirculation. Et ils sont anémiques, mais ça ne suffit pas. Leur problème plus grave et plus difficilement traitable, c'est la douleur. En réalité, ces globules rouges, quand ils libèrent la molécule d'oxygène, se déforment, assument à la place d'être ronds et de courir dans la circulation, ils assument une forme à demi-lune et s'entassent dans les petits capillaires en formant des occlusions aiguës responsables des douleurs atroces, inattendues, brutaux, qui les amènent aux urgences. C'est comme ça qu'on partage l'expérience de ces malades avec Mathias. Ces douleurs chroniques et épouvantables sont responsables aussi de beaucoup d'errances de ces personnes, car ils arrivent à l'hôpital, ils déclarent leur douleur, mais souvent les médecins, s'ils ne connaissent pas la maladie, ils ne voient rien. Et s'imaginent que c'est de l'exagération, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas si douloureux que ça, que peut-être une comprimé de paracétamol va régler son histoire. En réalité, en plus, ces cycles, ce n'est pas comme ça, c'est une douleur insoutenable qui a besoin souvent qu'on fasse recours aux dérivés des opioïdes, de la morphine. Et malheureusement, beaucoup de ces patients deviennent toxicomanes, dépendants complètement des antidouleurs des troisième niveau, quatrième niveau. En réalité, ces douleurs qui sont l'expression de l'occlusion des vaisseaux sanguins et qui se répètent de façon cyclique s'il fait trop froid, s'il fait trop chaud, s'il y a un stress, s'ils sont fatigués, s'ils boivent un peu dans une soirée, sont responsables des dommages d'organes essentiels à la vie, comme le cœur, les poumons, les reins. Et c'est la première cause d'infarctus cérébraux chez les enfants de moins de 5 ans. Ces infarctus cérébraux limitent, bien entendu, les capacités cognitives des personnes atteintes, empêchent une scolarité normale et, pour les personnes adultes, une vie professionnelle convenable. Donc, dans une grande partie des cas, on est confronté à l'abandon de l'école,
à la perte de son travail et à une maladie qui va investir complètement l'ensemble de la famille et même la famille élargie, tellement ces personnes ont besoin d'aide. Je vous raconte tout ça parce qu'en France, on dénombre plus de 20 000 adultes atteints de cette pathologie et que chaque année naissent plus de 500 enfants atteints de drépanocytose. Donc les nombres sont impressionnants et il faut dire l'espoir, c'est que dans les dernières années, on a l'attention des associations de médecins, des pouvoirs publics, de la recherche, des associations d'hématologie dans le monde entier ont fait de la drépanocytose une cause de recherche prioritaire. Car dans le monde, on a plus de 10 millions de personnes atteintes de cette maladie et qui souvent n'arrivent pas à avoir un traitement définitif. Alors, est-ce qu'on peut traiter la drépanocytose? Oui, c'est ça l'espoir d'aujourd'hui. Alors, les traitements, on a aujourd'hui la possibilité, un traitement curatif dit conventionnel, qui est la greffe des cellules souches hématopoïétiques, à savoir s'il y a un frère ou une sœur compatible, cet individu peut donner la source des globules rouges, donc les cellules souches, à son frère ou à sa sœur malade. Mais ceci intéresse malheureusement la guérison d'une greffe d'un sujet à un autre, comme on dit une greffe allogénique. Aujourd'hui, la survie des patients greffés est supérieure à 90% et ces traitements débarrassent les patients de plus de 90% des cas de leur maladie de façon complète, en prévenant aussi tout, en arrêtant définitivement la progression des altérations d'organes et d'autre part, en évitant les infarctus cérébraux et en redonnant à ces sujets une vie normale. Je me rappelle d'une patiente qui avait été greffée à travers un sœur ou un frère, mais par thérapie génique. Je reviens tout de suite après par thérapie génique. Qu'est-ce que c'est la thérapie génique? Qui m'a dit, je ne savais pas qu'est-ce que c'était beau vivre sans douleur tous les jours. À vous dire l'espace qui prend la douleur chez ces patients. Alors effectivement, avec ma casquette de chercheur, je me suis dédiée depuis maintenant une vingtaine d'années d'essayer de trouver des solutions encore moins toxiques que la greffe allogénique pour traiter ces patients. En quoi consiste la thérapie génique? Vu que seulement 25% des patients atteints de cette maladie dévastatrice ont un membre de la famille compatible qui peut leur donner la moelle osseuse, on s'est dit qu'on avait les outils pour pouvoir corriger les cellules propres des patients. Donc, on récolte les cellules souches des patients atteints de drépanocytose, on introduit au laboratoire une copie normale du gène qui fait défaut et on réintroduit les cellules génétiquement modifiées chez les sujets malades. Ça a été le grand espoir. Les premiers patients qu'on a traités en équerre par cette méthodologie qu'on a mise au point à l'hôpital remontent à 2017. 2015 et on a publié en 2017. Malheureusement, la problématique de cette thérapie reste son coût extrêmement élevé et la complexité de sa réalisation qui fait qu'un nombre
non significatives, je dirais, des patients sont traités avec cette technologie encore aujourd'hui. Et on est en train de réfléchir à une autre façon d'utiliser la thérapie génique, car on a des défis importants, l'amener à tous les patients, l'amener à tous les hôpitaux. Necker, disons, est connu pour être un hôpital privilégié, mais il y a beaucoup d'autres, les réseaux hospitaliers en France est très vaste, il y a beaucoup d'autres hôpitaux dont des centaines de patients sont suivis qui n'ont pas accès à cette technologie. Et donc, on est en train de continuer à aller de l'avant avec 2 espoirs supplémentaires. Une, la thérapie génique in vivo, à la place que s'occuper de ces patients pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il doit venir à l'hôpital, on doit prélever les cellules souches 1 fois, 2 fois, quelquefois 3 fois, parce qu'on n'a pas assez pour les corriger génétiquement et espérer dans la guérison. On essaye de mettre au point des nanoparticules qui encapsulent les outils de thérapie génique qui sont nécessaires à la correction de la maladie. Et on devrait pouvoir, avec une injection intraveineuse, avec une préparation minimaliste du patient, corriger complètement cette maladie. Ça, c'est une voie qu'on est en train de poursuivre, car il serait beaucoup plus simple de mettre à disposition un outil d'injection intraveineuse dans tous les services qui ont en charge ces patients. Mais l'autre espoir, c'est des petites molécules beaucoup plus simples à manier, comme une comprimé de Doliprane, qui permettrait la réexpression d'une hémoglobine qui normalement n'est pas exprimée dans la vie adulte, elle s'appelle l'hémoglobine fétale, et qui aujourd'hui est en cours d'études expérimentales dans différentes unités dans le monde, et qui permettrait, avec la prise d'un comprimé, probablement de façon quotidienne, de se libérer définitivement de cette maladie. C'est avec cet espoir-là que nous continuons à travailler et que nous, disons, combattons à l'hôpital pour pouvoir un jour dire qu'on peut se débarrasser, qu'on peut débarrasser tous les milliers de patients qui consultent tous les jours. On a une filative de 800 patients qui est à l'hôpital Necker, donc c'est pour vous dire l'énormité de cette maladie. Et avec cet espoir-là, on se bat en recherche pour essayer d'amener au lit des patients des traitements innovants, mais aussi simples à utiliser et moins coûteux. Voilà. Bien. Nous allons passer à l'intervenant suivant, qui est le professeur David Klatzmann, qui est immunologue aussi, qui était, lui, anciennement chef de service de biothérapie à La Pitié-Salpêtrière. On change d'hôpital de l'assistance publique, et qui est spécialiste en maladies auto-immunes. Et donc, il va nous faire un topo sur l'espoir en immunologie. On a déjà eu un peu avec vous, déjà. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est très impressionnant. Il faut que je meuble. Ça, c'est pas la première. Nous, on n'a pas de... Voilà, donc merci aux organisateurs de cette invitation qui me permet de mettre en valeur ma discipline, l'immunologie. Comme vous le savez, la science qui étudie le système immunitaire, lequel système immunitaire nous protège notamment des agents infectieux, mais aussi il est partout et il est impliqué dans beaucoup de pathologies, les pathologies auto-immunes dans lesquelles il se retourne contre notre propre organisme et crée des lésions, mais aussi, et c'est plus nouveau, de tout un tas de processus neuro. Pardon ? Face aux deux micros. Et bon. parler avec un peu de conviction.
conviction. Ouais, avec un ton convaincu. Je manque de conviction. Bon, Non. C'est la première fois qu'on me dit ça. Non, c'est la première fois qu'on me dit ça. Voilà. Bon. Bref, alors le système immunitaire, il est partout. J'aurais pu choisir, pour faire plaisir à René, de parler du système immunitaire et des fausses couches à répétition d'origine immunologique. Mais compte tenu de l'audience que je pressens dans la salle, j'ai préféré vous parler du système immunitaire en neurologie et notamment en neuropsychiatrie. Et j'espère que ça va vous intéresser. Donc avant de mettre en valeur les espoirs portés par l'immunologie, il faut quand même que je crédibilise ma discipline, qui est à l'origine de la plupart des progrès thérapeutiques importants au cours de ces dernières decades, de ces dernières décennies, nonobstant évidemment les progrès dans la drépanocytose, évidemment. L'immunologie, elle a déjà tenu ses promesses. Bon, la vaccination, j'espère que la plupart d'entre vous sont convaincus que c'est quelque chose de tout à fait important et efficace. On ne serait peut-être pas là pour en parler si on n'avait pas eu un bon vaccin anti-Covid. Vous savez peut-être moins qu'évidemment, ce qu'on appelle les biologiques, donc les molécules en général issues de protéines, ont révolutionné le traitement des maladies auto-immunes. Je vous montre ici une image de ce qu'on voyait encore quand j'ai fait mes études de médecine, c'est-à-dire des patientes qui arrivaient avec des polyarthrites rhumatoïdes extrêmement invalidantes et des douleurs terribles. On ne voit plus du tout ce type d'expression de la maladie grâce aux traitements qui ont été mis en œuvre depuis maintenant quelques décennies. Et puis aussi, vous le savez peut-être, les immunothérapies dans le domaine du cancer ont révolutionné le traitement d'un certain nombre de cancers, avec par exemple 2 types de traitements qui ont vraiment fait leurs preuves, ce qu'on appelle les checkpoint inhibitors, qui sont des molécules qui activent le système immunitaire directement à aller tuer les tumeurs, et ça dans des pathologies comme le mélanome, le cancer du poumon et bien d'autres. Ça a vraiment changé le pronostic des patients sévères. Et je vous montre juste cette slide qui vous montre la survie de patients traités par ces checkpoint inhibiteurs dans un contexte clinique où la survie est quasi inexistante. Et on voit qu'avec un de ces traitements, on a déjà une amélioration significative. Et quand on associe ces traitements ensemble, ça va beaucoup mieux. Et si je vous dis maintenant qu'on a 9 molécules qui sont autorisées dans ce contexte-là, ça vous donne une idée du type d'association qu'on peut faire et de ce qu'on peut espérer comme amélioration. Donc ma discipline étant crédibilisée, je vais vous parler de ce que je pense être une des grandes promesses de l'immunologie en 2024, qui est la promesse qui est faite d'améliorer la compréhension et ensuite le traitement d'un certain nombre de pathologies neuroimmunologiques, y compris neuropsychiatriques. Et je vais vous montrer 2 exemples de ça, qui sont les troubles du spectre autistique et, si j'ai le temps, la psychosomatique. Donc les troubles du spectre autistique, moi je me souviens, c'est évidemment, je ne suis pas psychiatre, mais ni psychanalyste, juste utilisateur. Bon, à l'époque, on a été tous biberonnés par Bettelheim et ses théories sur l'autisme, des mères réfrigérateurs, de l'autisme comme trouble psychologique et du traitement qui consistait à séparer les enfants de la mère. Cette théorie, comme vous le savez, elle a été largement critiquée. On lui a reproché de ne pas avoir de preuves scientifiques et puis d'avoir un impact assez négatif sur les familles, si ce n'est les enfants. Et en fait, bon, il y a une époque post-Bruno Bettelheim, dans laquelle la science est intervenue de façon un peu plus précise pour montrer que, dans le fond, l'autisme était bien une maladie neurodéveloppementale, donc qui affecte très directement le système neurologique. Mais c'est encore pas tout à fait compris de tous. J'ai pris ça d'une source qui est Wikipédia, c'est pas ce qu'il y a de plus scientifique, mais qui montre que encore aujourd'hui cette théorie joue d'un large soutien en France. Donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est vrai dans cette salle. Je vais essayer quand même de vous montrer que l'autisme, avec des travaux récents qu'on a fait, c'est vraiment un problème neurodéveloppemental effectivement, mais immunologique également. Alors pour soutenir ces propos, des expériences qu'on a réalisées, enfin d'abord la thématique des troubles du spectre autistique. Il y a un certain nombre d'études récentes qui ont relié de façon très claire les troubles du spectre autistique au fait que la mère, pendant le premier trimestre de la grossesse, a eu soit une infection sévère, soit une poussée d'une pathologie auto-immune qu'elle avait. Et dans le cas des infections, par exemple, une étude assez ancienne, mais qui est très significative, c'est une épidémie de rubéole aux États-Unis dans les années 60. Jusqu'à 10% des enfants nés de mères ayant eu une rubéole dans le premier trimestre de la grossesse
ont développé des troubles du spectre autistique. En ce qui concerne les maladies auto-immunes, quand on regarde juste les registres, on voit que les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, 16% d'entre eux ont des mères qui ont des pathologies auto-immunes, alors que pour les enfants neurotypiques, on n'a que 2% de mères qui ont des pathologies auto-immunes. Donc ça a amené à un concept nouveau, qui est très étudié maintenant, qui est celui de l'activation du système immunitaire maternel, laquelle activation du système maternel entraînait des troubles neurodéveloppementaux qui étaient responsables de ces troubles. Et ça, j'ai essayé de vous en convaincre, on peut l'étudier chez la souris. Alors, autisme chez la souris, oui, et ben on peut en fait s'intéresser et mesurer l'effet de la sonde d'intervention chez la souris, peut-être plus facilement que chez l'homme. Pourquoi? Parce que l'autisme, c'est un trouble du comportement social. Il est aussi associé à des troubles de fonctions répétitives et autres. Et la souris, alors évidemment, interroger un enfant autistique de 2 ans en présence de sa mère, c'est parfois difficile de recueillir des informations fiables. Mais chez la souris, on peut faire des choses très simples. On peut les mettre dans des cages en plastique, comme celle qui est montrée sur cette diapositive, laquelle a des capteurs qui regardent où les souris sont présentes. Les mêmes souris, elles ont des petites balises GPS qui permettent de les localiser également. Et puis, on met 4 souris dans une cage, il y a une caméra au-dessus, et pendant toute la nuit, dans le noir, là où elles sont le plus actives, on étudie ce qu'elles font, d'accord? Et ce qu'elles font, alors c'est représenté, on peut mesurer spécifiquement tout un tas de paramètres, c'est combien de temps elles passent isolées, combien de temps elles passent en groupe de 2, combien de temps elles passent en groupe de 3, combien de temps elles sont nez à nez, ou autre. Et à la fin de l'expérience, on a un listing avec des mesures de tout ça, qui est quelque chose d'assez objectif, et qui permet de détecter que lorsqu'on crée cette fameuse activation du système immunitaire maternel chez la souris, pendant une période qui est au début de la grossesse, autour du jour 12, on génère des troubles de comportements sociaux qui sont parfaitement caractérisés par exemple, ce type d'expérience, mais il y en a d'autres également. Donc, à partir de là, on a alors ces troubles du système, cette activation du système immunitaire. On peut aller la regarder en détail. On a vu que c'est l'activation chez la mère d'un type très particulier de cellules, qui sont des cellules pro-inflammatoires, qui étaient à l'origine de ces troubles chez le nouveau-né, dans la progéniture. On a pu montrer qu'il y avait des récepteurs sur les neurones qui captent une molécule produite par ces cellules pro-inflammatoires. Et on a montré qu'on pouvait, dans les situations où il n'y a plus de production de ces cellules, éviter qu'il y ait des troubles du spectre autistique chez la souris. Et puis nous, on a étudié d'autres catégories de cellules dans ce même contexte, qui est celle qui justement régule l'inflammation. Et on a montré que chez le nouveau-né, dans la progéniture des souris qui vont développer des troubles du spectre autistique, ces cellules, non seulement elles sont impliquées dans une absence de contrôle de l'inflammation, mais si on les stimule et on les active, on va pouvoir réguler cette inflammation. Alors, une petite expérience, je me suis dit quand même pour l'audience en question. Bon, ici, on regarde des cellules qu'on isole des méninges des souris, qui sont issues soit de souris contrôle, soit de souris chez qui on a induit une activation du système immunitaire chez la mère, ou d'autres souris qui ont la même activation, mais ensuite un traitement immunomodulateur qui va stimuler ces cellules. Et ce que vous pouvez, j'espère, voir, c'est que dans des souris, disons, contrôle, on a un certain nombre de cellules qui sont dans les méninges, cette membrane qui entoure le cerveau. En violet, ce sont des cellules qui sont pro-inflammatoires, qui génèrent de l'inflammation, et puis en rouge, des cellules qui contrôlent l'inflammation. Vous voyez qu'il y a évidemment une anomalie. Alors chaque point, c'est une cellule. Il y a des anomalies majeures avec une infiltration des cellules pro-inflammatoires qui est tout à fait significative chez les souris qui ont des troubles du spectre autistique, une diminution des Treg. Et lorsque vous traitez pour stimuler ces Treg, elles augmentent en nombre et vous faites complètement disparaître l'inflammation. Et en même temps, vous supprimez totalement les troubles du spectre autistique qui ont été mesurés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça ouvre la voie à des thérapeutiques immunomodulatrices de l'autisme. Alors, s'il me reste 2 minutes, je voudrais traiter un autre
thème qui est la psychosomatique, avec des travaux que j'ai pas du tout conduits, mais qui m'ont complètement fasciné, qui sont des travaux assez récents. Donc la psychosomatique, donc c'est l'idée que des facteurs d'ordre psychique peuvent rendre compte de la causalité et de l'éthiopathogénie de certaines maladies. Donc ça, je crois que c'est ce qui peut-être est remis en question par ce que je vais vous montrer. Par contre, ces émotions durablement réprimées sur le plan psychique qui seraient responsables de ces pathologies, elles sont véhiculées par des voies nerveuses autonomes, c'est ce qui est compris aujourd'hui, et ça reste probablement vrai. Alors, une expérience extrêmement intéressante et qui est justement l'expérience qui m'avait fasciné, que je vais vous présenter ici, qui a été réalisée par Asia Rolls au Terknion et qui est résumée sur cette slide de son papier publié dans une excellente revue. On a encore une fois des souris ici, qui sont des souris qui ont été manipulées génétiquement, de sorte que quand on stimule des neurones chez ces souris, ces neurones, ils deviennent marqués, on peut les repérer, d'accord ? Mais non seulement on peut les repérer, mais un peu plus tard, on peut revenir et les activer spécifiquement. Et il n'y a que ces neurones-là qui seront activés. Donc on peut définir des circuits neurologiques et réactiver ces circuits après. Et qu'est-ce qui se passe chez ces souris quand on crée une inflammation, par exemple une colite expérimentale ? On injecte un produit qui va créer une forte inflammation au niveau du côlon. Cette inflammation, on peut voir qu'elle est tout à fait, perçue par le système nerveux central, et on va isoler un certain nombre de neurones qui vont être mis en œuvre et transporter une information dans une région du cerveau qu'on peut tout à fait définir et que le cortex insulaire. Bon, jusque-là, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que notre cerveau perçoit ce qui se passe dans l'organisme et quand il y a des agressions, il reçoit une information. Ça n'est pas ce qui est le plus surprenant. Mais ce qui est tout à fait surprenant, c'est que quelques mois plus tard, quand évidemment la colite a disparu, que la souris vit sa vie normale, enfin normale dans une cage au laboratoire, mais bon, on peut restimuler ces neurones-là. Et c'est la seule chose qu'on fait, on restimule des neurones. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Je vous donne dans le mille. On revoit apparaître la même inflammation colique, qui est un événement dans lequel les cellules immunitaires sont mobilisées, tout un tas de produits, de molécules sont produites et qui créent des symptômes, parmi lesquels notamment la douleur ou autre. Donc ça, qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous dit qu'effectivement, il y a bien une psychosomatique qui est peut-être liée par l'activation de voies neurologiques, mais pas nécessairement par un bouleversement chimique, je ne sais plus comment c'était exactement mentionné dans l'article que je vous ai montré, mais que donc les symptômes de personnes souffrant de maladies psychosomatiques ne sont pas forcément une chimère uniquement dans leur tête, mais une réalité somatique qui pourrait éventuellement donner lieu à des traitements. Et pour conclure, puisque c'est des traitements, des promesses de l'immunologie, mais en ce qui concerne les études sur l'autisme que nous avons réalisées, nous venons de commencer un protocole thérapeutique chez l'enfant à l'hôpital Robert Debré avec Pierre Ellul et Richard Delorme. Donc dans 2 ans, à savoir si les promesses que je vous ai faites sont des promesses qui sont tenues ou pas. Merci. Eh bien, nous allons passer à Laure Coppel, au docteur Coppel des Diaconesses et de la Croix-Saint-Simon, 2 hôpitaux, qui est oncologue et qui est actuellement chef de service de l'unité de soins palliatifs de cet établissement. Bonjour. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je travaille en soins palliatifs et très paradoxalement, cette belle phrase, je l'entends vraiment souvent. Et que veut-elle dire exactement ? On pourrait la prendre au premier degré, en se disant que des patients, même lorsqu'ils sont dans une situation incurable, même si on leur a dit qu'il n'y avait plus aucun espoir de les guérir, eh bien peut-être qu'ils ne pourraient pas l'accepter
et espérer encore une guérison. Cette explication, elle est parfois la bonne, notamment chez des patients très croyants qui nous disent clairement qu'ils attendent un miracle. Ce sont des patients pour qui la main de Dieu peut aller peut-être au-delà de la compréhension que nous, humains, nous avons de leur maladie. Ce sont des patients pour lesquels notre accompagnement sera de les entendre jusqu'au bout, vouloir vivre encore et parfois nous demander des traitements que nous jugeons déraisonnables. Puisqu'ils pensent par exemple que la main de Dieu va tenir peut-être la main du chirurgien, ils peuvent nous demander encore des interventions qui ne nous semblent pas raisonnables. Mais ce sont aussi ces patients croyants qui peuvent parler d'un autre espoir ou une espérance, de ce qui se passera dans un au-delà. Et c'est cela aussi qui peut leur donner confiance. Mais cette phrase, tant qu'il y a de vie, il y a de l'espoir, je pense qu'on peut la penser un peu différemment et au-delà de ce premier degré qui est pourtant bien réel. Finalement, quel espoir peut-on avoir lorsque la mort est proche et que l'on en a conscience? Quel espoir peut-on avoir lorsque la déchéance physique limite énormément les projets par perte d'autonomie? Ou quel espoir peut-on avoir lorsque l'on a des symptômes pénibles, parfois des douleurs? J'ai 1000 exemples de patients qui ont, pour de vrai, renoncé à leur vie antérieure et qui montrent un bonheur réel que je vois dans leurs yeux, la sincérité de ce bonheur, à avoir réussi un projet qui peut sembler minime à une personne en bonne santé. Faire une toilette en écoutant Johnny, avec des aides-soignantes merveilleuses qui les font danser et rire en même temps. Sentir les roses du jardin que nous avons au Diaconesse avec le bruit de la fontaine derrière et se rappeler peut-être de souvenirs de vacances. Faire le couloir à pied lorsqu'on a été alité pendant plusieurs semaines. Tous ces projets, je vous le promets, procurent un plaisir, un bonheur sincère que l'on peut voir dans les yeux des patients. Cet été, nous avons, on en a parlé tout à l'heure, parlé des athlètes olympiques. Puis nous avons parlé des athlètes paralympiques. Eh bien moi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui des athlètes palliatifs qui font des exploits tous les jours et qui en retirent une grande fierté. Et puis, peut-être au-delà de ces petits projets, j'ai pu voir aussi dans notre service se mettre en place des grands projets. Puisqu'on est dans le domaine du sport, je repense à ce triathlète qui a été hémiplégique en raison d'une tumeur cérébrale et qui a pu, alors bien aidé par une association qui s'appelle Ambulance des rêves, quelques jours avant sa mort, aller nager avec ses filles dans une piscine qui avait été réservée pour lui, avec des frites qui l'aidaient à nager et qui lui a permis de retrouver ce plaisir d'être dans l'eau et ce plaisir de le partager. Dans les unités de soins palliatifs, nous avons régulièrement ce qu'on appelle des mariages in extremis, quelque chose qui qui est totalement bouleversant. Je peux vous dire que notamment les élus qui viennent prononcer ces mariages dans les unités de soins palliatifs sont souvent très bouleversés. Et donc, c'est des patients qui sont très régulièrement à quelques jours de leur mort, mais qui peuvent nous dire, et c'est sincère, qu'ils viennent de vivre le plus beau jour de leur vie. Mais c'est peut-être justement parce qu'ils savent que c'est l'un des derniers. Pour se décaler un peu, je repense aussi à une centenaire qui était en 2012 dans notre service et qui négociait clairement le temps qui lui restait à vivre. Et je me souviens de sa phrase, elle m'avait regardé avec son petit regard perçant, des yeux bleus. Je ne peux quand même pas mourir avec Sarkozy comme président. Clairement, elle restait dans l'espoir d'un changement qui pour elle semblait majeur et qu'elle voulait absolument vivre. J'avais envie aussi de vous parler d'une proposition que nous faisons régulièrement dans le service et que je trouve très porteuse de sens et que les patients prennent vraiment en compte, régulièrement en tout cas, c'est ce que nous propose notre biographe hospitalière. C'est une personne qui va à la rencontre des patients et qui leur propose de se raconter ou de raconter un petit bout de leur vie
et puis de l'écrire pour eux, puis après ils le relisent ensemble. Et l'objectif est d'en faire un livre qui restera. C'est le patient qui va décider pour qui, mais régulièrement c'est pour ses proches. On est avec des patients qui régulièrement sont en grande perte d'autonomie et qui ne peuvent plus vraiment utiliser leur corps pour se mobiliser, pour partir en vacances ou en voyage. Mais dans cette proposition qui leur est faite, ils peuvent encore se mobiliser. Ils peuvent se mobiliser pour un projet qui donne du sens au temps qui reste. Ils peuvent se mobiliser pour un projet qu'ils n'ont jamais fait. Et ils peuvent, du coup, s'investir pour une réalisation qui est pour eux, inédite. Voilà. Donc tout ça, c'était pour vous expliquer à quel point, même en soins palliatifs, même lorsqu'on a conscience, ou peut-être parce qu'on a conscience de la mort qui se rapproche, on peut profiter et vraiment avoir du bonheur à réaliser certains projets. Mais bien sûr, tout cela ne peut pas se faire sans une technique médicale qui est certaine. Parce que pour y arriver, il faut que les patients soient au minimum soulagés de leurs symptômes et notamment de la douleur, et puis, qui est parfois très forte, si possible avec le minimum d'effets indésirables. Et vous pouvez savoir que la plupart des médicaments qu'on utilise contre la douleur peuvent avoir comme effet indésirable d'être un peu sédatifs. Et pour pouvoir profiter de ces moments dont je vous ai parlé, c'est vrai qu'il faut pouvoir être soulagé et pas endormi. Et c'est toute la beauté que je trouve de mon très beau métier, la médecine palliative, qui se veut d'être à la fois très technique pour permettre cela, mais aussi de tout faire pour que cette technicité soit oubliée. Cependant, je ne veux pas nier qu'il y a aussi quand même beaucoup de moments tristes dans mon service, beaucoup de pleurs, et que si j'ai voulu vous parler et témoigner de moments qui sont joyeux, touchants, porteurs de projets, je ne veux pas nier non plus qu'il y a des personnes désespérées, des personnes qui ne trouvent aucun sens aux derniers jours de leur vie, des personnes qui voudraient vraiment que cela s'arrête et qui voudraient pouvoir décider de leur mort. Elles existent. Je peux témoigner aujourd'hui qu'elles existent, mais elles sont vraiment très fortement minoritaires et que ce que l'on voit très très fréquemment, c'est que ces personnes peuvent changer d'avis lorsque la situation se précise. J'avais envie de vous raconter l'histoire d'un patient qui est arrivé dans notre service il y a quelques mois. C'est un patient très sympa qui avait une maladie très grave, très avancée, qui le faisait souffrir, mais enfin on arrivait quand même à bien contrôler ses douleurs. Et il est arrivé avec un discours, mais alors vraiment très très ferme et intense de demande de mort, car le fait d'être en perte d'autonomie était absolument impossible pour lui. Alors vous connaissez ou pas la loi Claes-Leonetti, mais en tout cas, nous en France il n'y a pas d'euthanasie, mais il y a la possibilité parfois de proposer aux patients une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est-à-dire qu'on les fait dormir jusqu'à ce que la mort survienne, mais on ne provoque pas la mort. Mais il n'avait pas les critères, qui sont quand même des critères assez précis, pour pouvoir être éligible à ça. Alors c'est un patient qui a entendu ce qu'on lui a dit, qui a continué sa vie à l'hôpital. C'était un ancien propriétaire de bistrot, et qui avait adoré toute sa vie, avoir l'impression, d'ailleurs il me le disait, qu'il était le psychothérapeute du quartier, et qui a continué à faire cela, puisque c'est ce qu'il faisait le mieux, c'est-à-dire qu'il recevait sur la terrasse de l'hôpital, tous les soirs, son entourage amical. Il y avait des bonnes discussions, il y avait des bonnes bouteilles qu'on retrouvait le lendemain matin, et il y avait manifestement de franches rigolades. Mais à chaque fois qu'on allait le voir, malgré cela, malgré qu'on avait le sentiment qu'il avait l'air de profiter de ces moments-là, il nous disait à quel point il était insatisfait de la loi française et qu'il aurait bien voulu pouvoir le crier sur les plateaux de télé. Un jour, on a eu une journaliste qui est venue, alors c'était pas la télé, elle était pour les journaux, on lui a proposé d'aller voir ce patient en disant il a des choses à dire, il n'arrête pas de nous dire qu'il veut le dire. Il a rien dit en fait, elle a trouvé ça décevant l'entretien. Et puis un jour, sa situation s'est franchement dégradée. Il nous avait considéré, en réunion collégiale, comme on le dit, qu'il avait les critères pour qu'il puisse demander une sédation profonde. Et lorsque je l'ai informé de cela, je pensais qu'il allait être soulagé, qu'il allait nous remercier. Et en fait, j'ai vu avant tout un homme sidéré qui n'a montré aucun signe de satisfaction et qui n'a même pas vraiment été bien capable de réagir à cette situation. Et dans les jours qui ont suivi, alors qu'il aurait pu donc demander cette sédation, qu'il appelait quelques jours avant, il n'a cessé de trouver des bonnes raisons pour continuer son rythme antérieur.
il nous disait « je peux pas leur faire ça, c'est bientôt l'anniversaire de machin. Je peux pas organiser ma sédation, ils vont bientôt faire une fête pour la vente de mon bistrot, je peux pas ». Et donc, il a reculé régulièrement ce moment qu'il avait finalement, a priori, tant appelé, en continuant à faire ses rencontres de bistrotiers sur notre terrasse. Et puis il a fini par s'éteindre, évidemment, mais finalement assez naturellement. Donc dans l'équipe, lorsque nous repensons à lui, nous nous rappelons de cet homme qui demandait la mort, mais qui jusqu'au bout a profité de la vie. J'en vois quand même beaucoup, moi, des patients qui sont régulièrement dans des situations qu'ils auraient eux-mêmes jugées insupportables quelques mois auparavant. On a en ce moment dans le service un patient qui me le dit tous les jours, vraiment, ça, il y a quelques mois, je ne pensais pas que je l'aurais accepté, pardon, et qui donc, hop là, voilà, excusez-moi, on va dire que cet homme me laisse sans voix, mais en tout cas, c'est vrai que je vois bien à quel point on voit des personnes qui, en situation de maladie grave, ne pensent pas comme les personnes qu'elles étaient quand elles n'étaient pas aussi gravement malades. Alors, pour alléger un petit peu les choses, je peux dire qu'à un moindre niveau, on peut comprendre ça quand on a des cheveux blancs, il y en a quelques-uns ici comme moi, puisqu'on voit bien qu'avec nos cheveux blancs, nous ajustons un petit peu nos satisfactions. À 20 ans, les expériences sont souvent des découvertes et l'on cherche des expériences de plus en plus fortes, high sensation seeker. Par exemple, si on aime la montagne comme moi, à 20 ans, on veut absolument grimper sur le sommet le plus haut. Puis quand on avoisine les 60, on peut se dire que finalement, il y a beaucoup de bonheur à se promener au bord d'une rivière, parmi les vaches. Finalement, il peut y avoir beaucoup de bonheur à être bien plus bas dans ses projets. Donc, tant qu'il y a des projets, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque l'on sait qu'on ne peut pas ajouter des jours à la vie, eh bien peut-être que très fréquemment, nous faisons tout pour ajouter de la vie au jour. Nous comprenons alors l'espoir comme le désir d'un résultat possible, atteignable, malgré la maladie. Il peut s'agir, comme je vous l'ai montré précédemment, d'un espoir individuel ou d'un projet familial ou d'un projet déplacé au plan de la société et d'une élection. Par exemple, l'espoir peut alors être pris dans un processus, qu'il soit familial ou sociétal, mais qui perdurera même après la mort, et c'est en ce sens que peut-être il a du sens. C'est dans ce cadre que je vois régulièrement des moments de réparation familiale, on peut parfois appeler de pardon, qui donnent l'espoir d'une vie meilleure, au moins pour ceux qui vont rester, et qui donnent du sens à ce temps de souffrance, qui donne du sens parce que ça va être utile pour un groupe auquel on est attaché. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci. Et donc, ça marche plus. La dernière intervention avant la discussion, on va arrêter avec tous ces médecins quand même. Et donc, c'est Céline Lefebvre, qui est professeure de philosophie, directrice de l'Institut de la personne en médecine. Son dernier livre s'intitule « Philosophie de la médecine autour de Canguilhem, vie, médecine et soins » et qui va donc terminer cette première partie. Tous les intervenants ont été assez courts, ce qui va nous laisser du temps pour la discussion. Merci. Dans deux maladies génétiques rares, la drépanocytose dont nous avons parlé tout à l'heure et la mucoviscidose, un traitement curatif synonyme de guérison était jusqu'à ces dernières années inespéré. L'espoir de mettre au point un tel traitement constituait le moteur des chercheurs, mais les malades, de peur d'être déçus, ne pouvaient manier cet espoir qu'avec prudence. Depuis peu, des traitements, la greffe de moelle osseuse dans la drépanocytose et la prise par voie orale de comprimés de Kaftrio dans la mucoviscidose apportent des améliorations somatiques inédites et majeures qui accroissent l'espérance de vie des patients et améliorent leur qualité de vie, délivrés de symptômes très invalidants dont nous avons parlé et d'une médicalisation lourde. Comment ces patients vivent-ils l'advenue de cet inespéré ? Le lexique empli d'espoir de la guérison décrit-il vraiment leur vécu ?
Cette question trouve quelques réponses dans la recherche que je mène avec des collègues à l'Université Paris-Cité, qui est consacrée aux vécus psychiques et sociaux des patients qui bénéficient de ces traitements. Une recherche en philosophie et en psychologie appuyée sur 85 entretiens avec des patients et des professionnels de santé. En m'appuyant dessus, je souhaiterais vous montrer que ce revivre constitue le passage d'un inespéré à l'autre, non pas une guérison, mais un processus corporel, psychique, existentiel et social qui peut être éprouvant, au cours duquel la personne apprend à vivre, non pas sans, mais autrement avec la maladie. Une métamorphose, enfin, lors de laquelle la personne a à advenir autrement la même et a pour cela besoin d'être soutenue. Après la greffe de cellules souches hématopoïétiques dans la drépanocytose et avec le traitement par Kaftrio dans la mucoviscidose, un inespéré succède à l'autre. Sans traitement curatif, je l'ai dit, c'est la guérison qui constitue l'inespéré, l'espoir interdit. Pourtant, vivre avec une maladie rare ne signifiait pas vivre sans espoir. L'espoir était déjà mobilisé dans la tâche pratique que devient la vie, selon l'expression de l'anthropologue Anne-Marie Moll, pour lutter au quotidien contre la maladie, par exemple dans les précautions à prendre afin d'éviter les crises douloureuses dans la drépanocytose et dans les soins respiratoires dans la mucoviscidose. L'espoir est sollicité avec la maladie pour déployer efforts et stratégies pour endurer l'angoisse de mort et vivre la vie la plus normale possible. C'est ce que l'on pourrait appeler le travail de l'espoir, qui consiste à ne pas trop espérer sans pour autant désespérer. Après ou avec un traitement, apparaissent la possibilité d'espérer dans le lendemain et par conséquent le besoin d'apprendre à espérer. Comme l'écrit Canguilhem, apprendre à guérir, c'est apprendre à connaître la contradiction entre l'espoir d'un jour et l'échec à la fin, sans dire non à l'espoir d'un jour. L'inespéré, donc après ou avec le traitement, c'est un tout nouvel espoir qui émerge et se conquiert contre la maladie, contre ce qu'elle interdisait d'espérer, au-delà de la mesure qu'elle imposait. Ainsi, les personnes espèrent-elles simplement ne plus vivre dans la crainte d'une crise ou ne plus être contraintes à autant de soins, faire ce qui leur était jusqu'ici impossible, étudier ou travailler sans être contraint de s'absenter, voyager, savourer l'improviste au lieu de tout planifier, vivre comme les autres. Revivre apparaît pour elle comme un changement de paradigme, une autre vision du monde où une place peut être faite à ce qui autrefois passait au second plan. L'attention peut se déplacer de la survie au vivre bien, de la guérison de la maladie, de la gestion de la maladie à la vie psychique et sociale dans ses dimensions heureuses. Mais l'espoir reste à définir. L'inespéré désigne alors l'inconnu d'une vie qui recommence, souvent ressentie, selon les termes des personnes, comme un saut dans le vide à accomplir. Dans la mucoviscidose, par exemple, le Kaftrio ouvre un passage du court au long terme, une nouvelle échelle de temps qui peut être vertigineuse. Des préoccupations inédites émergent, la vie professionnelle, le vieillissement, la retraite. En outre, espérer n'a rien d'évident lorsque la société, et parfois même l'entourage, presse de faire face aux exigences de la vie normale, comme si ces personnes, dites guéries, étaient tout à coup bien portantes. Elles se voient contraintes d'appréhender autrement leur vulnérabilité, de réaliser qu'elles seront à l'avenir susceptibles d'avoir de nouveau affaire à la maladie, en particulier les séquelles de leur maladie initiale, et comme tout un chacun a d'autres contraintes et épreuves de l'existence. Pour ne prendre qu'un exemple, la perte du statut de personne ou de travailleur handicapé, ni l'épreuve passée de la maladie, dans la drépanocytose par exemple, et ôte le soutien social et vital indispensable à ce nouveau départ.
La recherche Revive confirme s'il était besoin l'analyse de Canguilhem, selon laquelle le terme familier de guérison nous induit en erreur. C'est d'abord au plan médical qu'il s'avère inexact. Les deux maladies sont génétiques et elles restent transmissibles à la descendance. Et contrairement à la représentation commune, il n'existe pas dans le vivant de retour en arrière, pas de retour à l'innocence biologique. En outre, dans la drépanocytose, des séquelles de la maladie, comme l'ostéonécrose, des douleurs dites fantômes, ou encore une addiction aux antalgiques et des séquelles du traitement de greffe, des problèmes d'infertilité demeurent. Dans la mucoviscidose, le maintien de l'amélioration dépend de la prise quotidienne du Kaftrio. Enfin, dans les deux maladies, l'identité personnelle s'est construite autour et avec la maladie, souvent depuis la petite enfance, y compris lorsque les personnes se considéraient comme normales ou vivant la vie la plus normale possible, à l'instar des autres malades chroniques qui refusent de voir leur identité réduite à leur statut de patient ou de malade. On retrouve aussi l'idée de Canguilhem selon laquelle la guérison est le lieu par excellence de la distinction entre le savoir objectif du médecin et l'expérience subjective du patient. La guérison s'éprouve. Elle dépend, comme il disait, de l'évaluation du bénéficiaire de l'action médicale. Dans la drépanocytose, les médecins appréhendent bien cet écart en parlant seulement de guérison hématologique et non pas de guérison au sens global. Pour nombre des patients, la vie après ou avec le traitement s'accompagne de mal-être, d'anxiété, parfois de dépression. Et c'est d'ailleurs ce constat effectué par les professionnels et les patients qui a motivé la recherche dont je vous parle. Ce ne sont pas seulement les séquelles de la maladie et les soins médicaux qu'elles exigent, ni dans la mucoviscidose des effets pharmacologiques du Kaftrio qui expliquent ce mal-être. C'est bien un bouleversement global, un bouleversement existentiel que les personnes ont à s'approprier progressivement. Le revivre appelle donc un processus qui est de nature et de durée variable selon les personnes. Sa temporalité, et c'est un point important, ne coïncide pas avec la temporalité du traitement médical, ni avec l'organisation des soins. Dans la mucoviscidose, les améliorations somatiques produites par le Kaftrio apparaissent en quelques jours, parfois en quelques heures. Dans la drépanocytose, la greffe requiert une hospitalisation de plusieurs semaines suivie d'un suivi médical étroit pendant une année. Si l'on voulait résumer, on pourrait dire que les personnes se sentent dans une situation d'entre-deux, une liminalité. Ni malades, elles n'ont plus les symptômes de leur pathologie initiale, ni bien portantes, ex-malades et pourtant toujours transmetteurs de la maladie. Dans la drépanocytose, certains patients mettent l'accent sur la levée des douleurs, ils se sentent guéris et ils se disent ex-drépanocytaires. D'autres vont dire que la maladie fait toujours partie d'eux-mêmes. D'autres, enfin, inventifs, ont créé le terme de greffano, en référence aux séquelles du traitement et à la deuxième maladie dont ils se sentent atteints depuis la greffe. Les personnes atteintes de mucoviscidose, elles, savent qu'elles ne sont pas guéries parce qu'elles sont dépendantes du Kaftrio, mais elles se sentent guéries car elles sont fortes de nouvelles capacités respiratoires et physiques, notamment elles font de la montagne. Le traitement redéfinit le vécu de la maladie. Ces personnes sont donc malades autrement. S'il s'agit de vivre de nouveau, il s'agit aussi de vivre du nouveau, mais avec la maladie. Alors comment caractériser ce qui se joue ? Est-ce une rupture biographique, pour reprendre un concept sociologique qui initialement décrit l'entrée dans la maladie grave ? Cette notion de rupture biographique n'est pas évidente, car elle ne rend pas suffisamment compte de la continuité qui est en jeu pour ces personnes. Il nous semble que tout l'enjeu pour elles, c'est de devenir autrement le même ou la même, d'être guéri sans pour autant cesser d'être soi-même. C'est pourquoi Revivre
requiert un travail psychique de guérison. Cela avait été montré avant nous et dans d'autres pathologies comme le sida ou l'hémophilie. Le revivre touche l'identité et implique la perte d'au moins une partie de soi en lien avec la maladie. Plusieurs patients nous ont dit avoir un sentiment de trahir leur identité de malade ou d'être un apostat. Elles nous ont dit aussi qu'elles avaient du mal à s'autoriser à guérir. Ce travail psychique porte sur l'articulation entre passé et avenir. Le passé peut brider le rapport à l'avenir. Le revivre peut s'accompagner de la conscience que ce qui a été abîmé par la maladie, dans le corps, dans les relations avec les autres, dans la vie en général, ne pourra jamais être entièrement réparé. Ce revivre, c'est aussi une remise en question des choix et des habitudes qui avaient été mises en place pour vivre avec la maladie et qui tout à coup échappent, n'étayent plus. Et puis, c'est la prise de conscience que le traitement ne résout pas tous les problèmes de l'existence. Comme l'écrit Frédéric Worms, revivre apparaît comme l'unité de la perte et de la conquête, du passé et de l'avenir, du regret et de l'espérance. L'expérience du revivre montre alors une double polarisation temporelle, réminiscence, voire répétition traumatique du passé, et reprise, réappropriation du passé qui permet la création d'un avenir. Pour moi, l'enjeu pour ces personnes, c'est de faire de cette rupture, introduite par le traitement, justement une reprise biographique. Le processus de revivre requiert de revisiter le passé pour ne pas être hanté par lui, de revenir sur les traces de l'expérience passée, de la maladie, pour l'intégrer et la transformer. La reprise biographique, cette tâche nouvelle qui s'impose aux patients, correspond finalement à l'enjeu de devenir soi-même. Il s'agit de repriser au sens de recoudre, de suturer l'avant et l'après-traitement, les identités de malades et d'ex-malades, de cicatriser des blessures et des ruptures, notamment dues à la maladie. Mais il s'agit aussi de reprendre à nouveau frais, de réinventer son et ses identités, de reprendre le cours de sa vie en propre, moins soumise à la maladie, plus pleine, de relancer une individuation et d'inventer les normes de sa vie, pour reprendre encore Canguilhem. Cependant, et je voudrais finir par là, nourrir l'espoir ne peut pas se faire dans la solitude. L'écart entre le savoir objectif du médecin et le vécu subjectif du patient dans la guérison indique combien l'expérience du revivre est intersubjective, dépendante des relations de soins, qu'elles soient ou non médicales. Le revivre dans ces deux maladies ne peut être pensé et mis en œuvre qu'à la condition qu'il y ait un accompagnement individualisé et global de ces personnes, qui commence par leur offrir le temps nécessaire à son déploiement, ce temps si cher en médecine, qui leur offre aussi la liberté de dire leurs difficultés psychologiques et relationnelles, sociales, je souhaiterais y insister, et professionnelles. Il s'agit de prendre en considération ces problématiques sans les minimiser au regard du miracle que la médecine a permis. Cet accompagnement requiert la mise en réseau et la coordination de beaucoup d'acteurs, des soignants formés, des kinés, des diététiciens, des psychologues, mais aussi d'autres acteurs comme leurs pairs, les associations de patients, les assistantes sociales. Finalement, ces personnes nous ont dit combien la rareté et la radicalité de leur épreuve faisaient qu'elles se sentaient seules. Je terminerai pour vous dire que, à mon sens, ce n'est qu'au contact d'autres qui parfois ont traversé des épreuves similaires que chacune de ces personnes sera l'unité d'ensemble, souple et fragile de toutes ces vies, toujours en train de se refaire. Je vous remercie. Alors on va passer le micro et vous laisser répondre aux questions, tandis que Mathias s'interrogeait beaucoup, du haut de ses 60 ans, a voulu gagner le plus haut sommet. On est revenu avec le genou fracassé, donc c'est moi qui remue parce qu'il est cloué.
Voilà, on va vous demander de faire des questions très courtes. On va essayer de rattraper un petit peu le retard, mais les intervenants ont été très courts. Donc soyez très courts et avec des réponses courtes si c'est possible. Comme ça, on fait la pause à 10h30. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pas de questions dans la salle, ça va être très très court alors. Moi, je voulais vous remercier parce que vraiment, c'était très 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 changeant. Et sur l'espoir, hein, les immunologues ont quand même vraiment été très impressionnants. Sur l'autisme, le psychosomatique, moi j'y croyais pas, sur la drépanocytose, sur la fin de vie aussi, hein. C'est des choses qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre, sur la victimologie, et puis ce que vous avez expliqué venant de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la médecine mais qui est pas médecin et qui n'a pas la même vision que nous, mais voilà, c'est vraiment des choses intéressantes et on voit bien que sur des choses qui semblent la fin de vie quand même, c'est pas très gai, et en fait ça donne des raisons d'espérer. Des questions dans la salle? Non? Alors, en attendant, ouais, moi, je suis gynécologue obstétricienne et j'ai été très, très impressionnée par la présentation de David Klatzmann parce que nous voyons là en gynécologie, maintenant, on a des pratiques qui changent un petit peu, heureusement. On interroge beaucoup les femmes et qui nous racontent beaucoup de leurs antécédents de violences sexuelles. Et ce qui est extrêmement impressionnant, c'est qu'un nombre important d'entre elles, pas toutes, et pas exclusivement, mais sont des encyclopédies médicales, en particulier de la pathologie gynécologique et obstétricale. Donc pour votre information, là, une étude assez récente a démontré qu'une patiente qui est atteinte d'endométriose et qui a une infertilité d'aval, la fréquence des antécédents de violences sexuelles est 7 fois plus importante qu'en population générale. Donc, je formule un très grand espoir à ce sujet parce que c'est vrai que maintenant que ces questions ont émergé, on commence à mieux entrevoir aussi comment peut-être une partie des patientes arrivent chez nous avec des pathologies pour lesquelles nous sommes très très démunis et dans lesquelles évidemment le soin gynécologique, l'obstétrique avec la question de la douleur, de la perte fœtale vient réactiver des traumatismes avec des femmes qui ressortent plus malades qu'elles ne sont entrées. Donc aujourd'hui, j'ai été extrêmement éclairée et je ressors, mais alors remplie d'espoir pour les 15 ans qu'il me reste à fournir à cette profession que j'adore par-dessus tout, mais qui est difficile aussi parfois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Moi, je vais avoir une remarque générale. À l'heure où on entend aux informations que nous avons un petit problème de dette, où l'hôpital, tout ce qui est système de santé s'effondre un petit peu, est-ce que vous pensez que ce que vous proposez, alors je vais aller vraiment dans le dur, qui a un coût, est-ce que vous pensez qu'au final, je vais parler que finance, est-ce que vous pensez que ce coût, finalement, c'est un investissement pour l'avenir, ou c'est de l'argent qui est dépensé, mais qui ne revient pas derrière, et notamment sur les soins palliatifs, ça coûte quand même beaucoup d'argent pour un truc qui, somme toute, est naturel, c'est-à-dire mourir. C'est une question provocatrice, et donc je ne vais pas essayer de tomber dans ce panneau-là. Très clairement, effectivement, j'ai aucun doute sur le fait que les personnes qui ne vivent pas coûtent moins cher à la société et à la planète que les personnes qui vivent. Et c'est pas pour autant qu'on ne fait pas d'enfants. Non, mais clairement, donc voilà, donc c'est une question qui... Oui, mais donc justement, pour ça que j'ai élargi le débat. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Je veux juste dire que effectivement, c'est une question qu'on se pose de manière de la société. Veut-on faire en sorte que les gens vivent? Veut-on avoir des gynécologues qui aident des personnes qui ne peuvent pas mettre au monde à mettre au monde? Veut-on? C'est vraiment pas une question. Je pense qu'on doit répondre de ce côté-là. J'entends la question, on me la renvoie souvent. Et quand on a le patient en face de nous, on ne va pas lui dire « vous coûtez cher à la société ». On va l'écouter et on va essayer de s'ajuster à son projet de vie. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que très fréquemment, leur projet de vie nous impressionne et nous étonne. Et moi, j'ai juste envie de l'accompagner.
À l'autre bout de la chaîne, effectivement, nous, on fait quelque chose qui est un peu tabou et un peu disruptif, mais néanmoins, nous sommes portés par la République pour faire ça. Ce sont les interruptions médicales de la grossesse qui s'appliquent à la demande des parents aux enfants dépourvus d'espoir de vie de qualité. Et donc, on commence à avoir depuis une petite dizaine d'années des parents qui demandent la possibilité que nous laissions ces enfants naître et de renoncer à l'interruption de grossesse et les laisser mourir dans le cadre de l'histoire naturelle de leur maladie. Alors, moi j'ai beaucoup étudié ça et j'ai pratiqué ça beaucoup à Necker. Ce qui était quand même extrêmement intéressant, c'est que la majorité de ces enfants finissent par être, entre guillemets, le mot est fort, mais abandonnés aux équipes de soins, c'est-à-dire des parents qui renoncent à leur parentalité qui est tout à fait particulière, d'enfants qui n'ont pas vocation à sortir de l'hôpital, qui sont aux prises des nouveau-nés, avec il n'y a pas d'accès à la parole aussi pour ces petits et le lien qu'ils ont avec leurs parents. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était quelque chose d'assez pénible de se rendre compte que ces parents qui avaient formulé un grand espoir autour de ces enfants, finalement, n'allaient pas au bout du projet et que ces enfants finissaient par décéder relativement seuls, loin de leurs propres parents, aux prises avec des équipes médicales qui pouvaient du coup considérer que injustice leur était faite, puisque comme nous manipulons l'interruption de grossesse, Amina, pourquoi nous fournir ces enfants vivants, nous les laisser en clair traîner dans les services pour qu'ils meurent après de longues semaines et que personne s'en soit occupé, hein. Et la question des moyens mis à disposition pour eux, à défaut éventuellement d'autres, pourquoi pas, était un grand problème d'articulation dans les équipes. Oui, je crois que vous posez une question importante. D'abord, vous l'avez évoqué, Madame Cavazzana, je crois que par exemple dans la drépanocytose se pose la question du coût des thérapies géniques, comme se pose aussi la question des greffes de cellules souches hématopoïétiques et des hospitalisations que ça demande. Donc ça, ce sont des choses qui sont sans doute à prendre en compte pour le futur, pour sélectionner, et j'utilise le mot à dessein, les patients qui vont y avoir accès en fonction de quels critères médicaux, quels critères sociaux ou biographiques. Et voilà, je trouve cette question très pertinente. J'ai organisé la semaine dernière un colloque qui s'appelle « La médecine du tri », précisément sur le paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui pris, non pas pour être provocatrice avec ce terme de tri, mais pour dire que dans énormément de domaines de la médecine, énormément de pathologies, les questions de priorisation des patients et de sélection des patients pour l'accès à des traitements se posent en fonction de la tension sur les ressources. Et le dernier point que je voudrais souligner pour vous répondre, c'est que cet accompagnement individualisé, global, médical et social, dont je pense que les patients ont besoin à la lecture des entretiens et à l'issue de notre recherche, je pense qu'il est beaucoup moins cher à mettre en place. Je ne suis pas économiste, mais je pense qu'il pourra éviter bien d'autres problèmes, ne serait-ce que sanitaires. Par exemple, je pense aux patients drépanocytaires, même une fois qu'ils vont mieux, ils ont encore quand même des problèmes de santé. Et le suivi, l'accompagnement diversifié avec des acteurs formés va aider aussi à ce qu'ils se réinsèrent dans la société, qu'ils travaillent, qu'ils produisent des richesses, et aussi que leurs enfants, par exemple, et leurs familles bénéficient de leur mieux-être. Donc c'est tout un écosystème, c'est tout un tissu de relations qui peut bénéficier de ce type d'accompagnement. Eh bien, merci beaucoup à tous les orateurs. Ouais.